Eh bien, bonjour, rebonjour plutôt. Après cette revue de presse, puis cette chronique, nous sommes à nouveau en direct avec notre invité du grand angle, Youssef Indy, conférencier, géopolitologue, historien des religions, auteur, entre autres ouvrages, et il va nous intéresser évidemment dans cette émission, comprendre le conflit israélo-palestinien. Bonjour Youssef Indy, et bienvenue dans cette matinale. Bonjour Nicolas Stocker, merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions à chaque fois que nous avons la chance de vous avoir, et je sais que vous avez fait le maximum pour venir nous rejoindre le plus rapidement possible aujourd'hui. Je comptais surtout vous interroger, Youssef, aujourd'hui sur le sujet des élections américaines et de ses conséquences éventuelles, et de ses conséquences tout court. Il y aura des conséquences, lesquelles après, ça se discute. Malgré les constantes, à la fois idéologiques et géopolitiques, des États-Unis, empire américain ou nation. Mais évidemment, le décès, l'élimination physique, la série d'éliminations physiques qui avait débuté avec l'ancien patron du Hamas, Haniyeh, continué avec Hassan Nasrallah, a donc connu un nouvel épisode avec l'élimination de celui qui était qui avait remplacé cet été donc son prédécesseur à la tête du Hamas éliminé en Iran, Sinwar, qui donc ça a été confirmé hier soir, je crois, éliminé dans un épisode digne de la traque. En tout cas, c'est comme ça que ça nous a été présenté par les médias, en particulier les médias israéliens, passé maître dans la communication, dans une communication à destination des opinions publiques occidentales, digne de l'épisode de Ben Laden. On a vu les derniers instants du chef du Hamas. En tout cas, c'est ainsi que les choses nous ont été présentées. Donc j'aimerais, Youssef Indy, que nous débutions cet entretien sur donc cette information et ses conséquences sur la guerre au Proche-Orient, sachant que le général Lévy a déjà prévenu que c'était, selon la formule churchillienne, juste la fin du début ou le début de la fin. Mais en tout cas, que le conflit et les destructions à Gaza ne s'arrêterait pas avec l'élimination physique du chef du Hamas, puisque deux autres éléments sont, selon lui, à réunir pour évoquer un éventuel cessez-le-feu. C'est la libération de tous les otages et l'élimination de l'ensemble des responsables du 7 octobre, sachant que dans l'idéologie israélienne, derrière chaque Palestinien, il y a un terroriste potentiel. Donc, vous pouvez en tirer vous-même les conséquences. Youssef Indy, voilà, on vous écoute sur ce qui s'est sur cette dernière information concernant le chef du Hamas éliminé. Oui, alors tout comme l'élimination d'Ismaël Haniyeh, l'assassinat de Hassan Nasrallah, ça n'aura pas véritablement de conséquences sur le terrain. Parce qu'Israël, bon, Israël a une vieille tradition en fait d'assassinat de chefs politiques, que ce soit sur le territoire palestinien ou même à l'étranger, même en Europe, ça relève de la vengeance pure. Je dirais même de la vengeance vétérotestamentaire. Mais concrètement sur le terrain, ça ne change pas grand-chose. On l'a vu avec le Hezbollah. Ils ont tué Hassan Nasrallah et un certain nombre de cadres du Hezbollah, des cadres militaires du Hezbollah. Évidemment, Hassan Nasrallah s'attendait à mourir un jour et il a mis en place un protocole qui a été appliqué dès le lendemain de sa mort et la mort des cadres militaires du Hezbollah. Ils ont été remplacés au pied levé. Et pour ce qui est du commandement militaire, c'est-à-dire du commandement militaire sur le terrain, ça ne change strictement rien, puisque le Hezbollah a une longue expérience maintenant de la guerre, pas seulement contre Israël, mais contre les groupes terroristes, Daesh, Al-Nosra. Et vous imaginez bien que Hassan Nasrallah n'est pas en communication directe avec chacun des commandants sur le terrain pour lui dire quoi faire. C'est un commandement qui est assez décentralisé et chaque
chaque commandant, chaque officier, on va dire, sait très bien ce qu'il doit faire sur le terrain. Et on l'a vu, les Israéliens ont pensé qu'ils allaient déstabiliser l'organisation du Hezbollah. Et ils se sont rendus compte sur le terrain, lorsqu'ils ont tenté l'invasion terrestre, qu'ils se sont retrouvés face à un mur et qu'ils ont essuyé des pertes importantes, tellement importantes d'ailleurs que la censure militaire a tout de suite été mise en place du côté israélien pour empêcher toute communication sur le nombre de morts. Voilà, donc les médias occidentaux n'en parlent pas, et quand on est branché sur les canaux arabes, arabophones, anglophones, proche-orientaux, libanais, iraniens, etc., on a des informations assez précises là-dessus. Et pareil pour le Hamas. L'assassinat de Sinwar ne va pas changer grand-chose. Et je précise au passage que il est mort au combat, Sinwar. Il est mort en se battant. Faut le préciser. Hein, parce que... Ils disent d'ailleurs que c'est une victoire de Tsahal au niveau israélien. Donc eux-mêmes reconnaissent quelque part le fait militaire et non le fait d'élimination par une opération spéciale avec des... eux-mêmes, dans leur narratif, est un peu différent de ce qu'on a pu entendre pour d'autres. En effet, on parle d'une victoire de l'armée israélienne, pas de... je trouve que le narratif va plutôt dans votre sens, d'ailleurs, pour une fois. Alors, ce type d'assassinat procède plutôt d'une guerre psychologique plutôt que d'une guerre véritablement militaire. Oui, bien sûr. Et les dévastations, alors les Israéliens présentent le massacre de populations civiles et la destruction d'infrastructures civiles comme une victoire militaire. Or, ce n'est pas ça une victoire militaire. Ils ont détruit 80% de Gaza, ils ont éliminé 10% de la population de Gaza, puisque quand on lit les études, par exemple, du Lancet, qui sont confirmées par des spécialistes militaires, quand on compte le nombre d'obus et les infrastructures civiles détruites, on peut avoir une estimation du nombre de morts. On nous dit 41 000 morts, mais en réalité, ce sont seulement les morts prouvés, c'est-à-dire les corps qu'on a eu sous les yeux. Or, il y a beaucoup de disparus dans ces milliers de tonnes de gravats, et en fait, on estime aujourd'hui entre 190 000 et 200 000 morts, le nombre de morts à Gaza. Mais ils n'ont pas gagné la guerre à Gaza. Les combattants palestiniens continuent de se battre contre l'armée israélienne, ils continuent de tuer des soldats israéliens, ils continuent de détruire des chars. Et pour les Israéliens, Gaza, comme le Liban, est un bourbier. Alors, un bourbier que les spectateurs, parce qu'en fait, la guerre est devenue un spectacle, ne voient pas. Eux, ce qu'ils voient, c'est les destructions, les bombardements massifs israéliens. C'est un peu comme en Irak ou en Afghanistan. Mais on ne voit pas les pertes israéliennes. Il y a très peu de communication. Alors, on va nous dire il y a eu 5 morts par-ci, 8 morts par-là, mais ça se compte en milliers, voire dizaines de milliers de morts du côté israélien. Donc, c'est une défaite morale et une défaite militaire pour les Israéliens à ce stade, mais du point de vue de la boucherie et de la destruction, oui, on peut dire que c'est une victoire. Oui, si c'est ça, gagner la guerre, oui. Gagner des batailles. Moi, je fais la distinction entre les batailles et la guerre. Ils en gagnent des batailles, c'est difficile de le nier. Par contre, gagner la guerre, c'est une autre histoire. Ça a une dimension qui n'est pas justement militaire. Gagner une guerre va bien au-delà, de même que la guerre est une continuation de la diplomatie par d'autres moyens, ce qu'oublie totalement l'irrationnel, le fou Netanyahou. Eh bien, ils peuvent gagner toutes les batailles qu'ils voudront, qu'ils pourront, parce qu'il y a un niveau technologique, en effet, qui est très supérieur, je pense. Je le dis depuis le début. En tout cas, c'est une opinion personnelle. Mais par contre, la guerre, ils vont la perdre, comme on peut gagner des guerres et les perdre en réalité. Hein. Le Vietnam, qu'est-ce que c'est ? Ils ont gagné militairement, les Américains. Mais ils ont perdu. Et quelle défaite, quelle défaite. Et même plus récemment, en 2006, au Liban, ils ont perdu la guerre face au Hezbollah. Ils ont dû se retirer. Ah oui, faut pas l'oublier, ça. Donc, encore une fois, massacrer des civils, ce n'est pas gagner une guerre. Maintenant, oui. Et ça va s'arrêter quand ?
Quand est-ce que ça va s'arrêter? Bah, de qui dépendent les Israéliens? Enfin, de quelle puissance dépend l'armée israélienne? Elle dépend essentiellement des États-Unis. Donc le jour où les États-Unis diront on met en place un blocus sur les armes, ça se terminera. Mais force est de constater, ou alors, ou alors quand véritablement ils connaîtront une défaite sur le terrain, quand ils seront obligés, comme en 2006, de reconnaître leur défaite au Liban, parce que leur objectif est certainement toujours le même depuis un siècle et depuis 1978, c'est de contrôler le Liban jusqu'au fleuve Litani. Ils ont essayé plusieurs fois, ça a toujours échoué. Et donc, ils pourraient reconnaître leur défaite au Liban. Et pour ce qui est de Gaza, tant que les Américains continuent à leur envoyer des armes, ils continueront de détruire Gaza. L'objectif à Gaza, je l'ai toujours dit, c'est de chasser toute la population de Gaza vers le Sinaï. Donc pour cela, il faut que les Égyptiens soient d'accord. Alors, faut épuiser les Gazaouis qui sont massacrés, étouffés. Il faut l'accord des Égyptiens et l'accord des Américains. Et on n'y est pas encore. Du côté américain, en fait, ce qui pousse les Américains à continuer d'envoyer des armes, c'est le lobby pro-israélien. Et puisqu'ils sont en période électorale et qu'ils savent que le lobby pro-israélien peut faire beaucoup de tort aux candidats sortants, en tout cas à l'administration sortante, bon, ils assurent le service minimum, c'est-à-dire envoyer des armes. Mais disons que le maximum, ce qu'attendent les Israéliens, c'est pas ça, c'est une implication directe des États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Donc la situation est quand même très complexe. Il y a le front libanais, le front gazaoui, ça n'avance pas en réalité, par des destructions civiles. Il y a la pression iranienne et la pression américaine, c'est-à-dire que les Iraniens répondent, et donc ils brisent le tabou de l'invincibilité, ou plutôt du côté du tabou, c'est-à-dire la dimension intouchable d'Israël. Ce tabou-là est brisé. Sanctuarisation, ouais, du Oui, territoire. et les Américains, on voit bien qu'ils retiennent les Israéliens. Les Russes aussi avertissent les Israéliens, leur disent de ne surtout pas frapper les centrales nucléaires civiles iraniennes. Donc il y a quand même des pressions importantes avec des motivations différentes. Donc Israël est quand même dans une impasse, dans une situation extrêmement difficile, au point où la France et l'Italie ont maintenant décrété un embargo sur les armes livrées à Israël. Même l'Italie, là, on a eu l'information hier ou avant-hier, le gouvernement de Meloni a mis un embargo sur les armes, puisqu'ils ont tiré sur des casques bleus de la finule de nationalité italienne. Donc on a affaire à des fous furieux, et même même les pays les plus soumis au sionisme ont du mal à suivre, là. C'est très difficile. Qu'est-ce que vous pensez de cette de cette analyse, opinion, qui voudrait que finalement l'Iran, en réagissant de façon très modérée finalement aux attaques israéliennes, aurait en quelque sorte abandonné les Palestiniens à leur sort? Alors, c'est plus compliqué que ça. Les Iraniens soutiennent, depuis les années 80 et plus encore depuis les années 90, le djihad islamique et le Hamas. Mmh. Donc il y a un soutien indirect. Il n'y a pas d'implication militaire directe, mais un soutien indirect. Le général Qassem Soleimani a d'ailleurs conseillé les combattants, enfin la direction combattante du Hamas. Il a joué un rôle très très important dans la formation de l'axe de la résistance et dans la stratégie anti-israélienne. L'Iran est le principal, enfin le seul soutien, enfin principal, parce qu'il y a aussi la Syrie, du Hezbollah. Donc on ne peut pas dire que l'Iran abandonne la cause palestinienne. Simplement, en tant que grande puissance régionale, il ne peut pas déclencher une guerre directe contre Israël, qui est quand même une puissance nucléaire, qui est l'allié des États-Unis. Parce que soutenir les Palestiniens, c'est une chose, mais soutenir les Palestiniens en déclenchant une guerre mondiale, c'est contre-productif, en fait. Donc, les Iraniens ont répondu parce qu'ils étaient obligés de répondre.
on a tué des hauts dignitaires iraniens dans un consulat, donc sur le territoire iranien. Ils ont tué Ismaël Haniyeh sur le territoire iranien. Ils ont assassiné Hassan Nasrallah. Donc les Iraniens étaient obligés de répondre. La réponse était trop mesurée, elle visait des objectifs militaires. En fait, la réponse est très claire. La réponse, c'est que nous ne visons pas, la réponse iranienne, c'est nous ne visons pas les populations civiles. Nous aurions même pu viser les dirigeants israéliens, nous ne l'avons pas fait, comme eux visent les dirigeants du Hezbollah et du Hamas et des hauts dignitaires iraniens. Et l'autre message, c'est votre dôme de fer, comme le dit Xavier Moreau, est un dôme de papier, et nous passons au travers comme nous voulons. Et si vous allez vers une escalade, vous n'en sortirez pas vainqueur. C'est le message envoyé. Bon, en fait, il y a même d'autres messages qui ont été envoyés, des messages implicites. Donc on ne peut pas dire les Iraniens abandonnent la cause palestinienne, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et c'est vrai que quand on voit des femmes et des enfants brûlés vifs, des infrastructures civiles détruites, etc., les gens réagissent et disent mais il faut les venger tous ces gens, donc il faut punir Israël. Donc ils s'imaginent que ça se passe comme ça en géopolitique et que les Iraniens vont punir les Israéliens et que ça va s'arrêter là. Non. Même le Hezbollah, quand il a commencé, dès le lendemain du 7 octobre, à ouvrir un front au nord contre Israël, il a mené des combats de basse intensité pour éviter justement une escalade. Parce que le but, ce n'est pas de causer plus de morts encore dans la région. Voilà. Donc il ne faut pas porter de jugement politique et géopolitique sur la base d'une frustration ou de l'émotion du moment. Faut rester Bien, Youssef. On va aller sur le sujet, aller un tiers Proche-Orient et puis 2 tiers sur ce que vous avez dit à un moment donné dans vos développements, c'est-à-dire finalement l'acteur principal, la solution au conflit israélo-palestinien, il se trouve en Amérique. Et il ne vous a pas échappé, il n'a pas échappé à nos internautes que une élection se déroulait au début du mois de novembre, le 5 novembre, pour être précis, aux États-Unis, renouvelant la Maison-Blanche, et donc le titulaire de la charge pour 4 ans de la présidence des États-Unis d'Amérique. Et le combat fait rage, combat politique, électoral, celui-ci, entre Kamala Harris et Donald Trump. Enfin, qui n'est pas qu'électoral, puisque Donald Trump a déjà échappé à au moins 2 tentatives d'assassinat, preuve que les balles volent proches et près des candidats à l'élection présidentielle américaine. Est-ce que toute cette violence qui a déchaîné l'Amérique dans le monde n'est-elle pas en train de se retourner contre elle? Ça fait partie de ces sujets à méditer probablement, et pour les Américains déjà, pour commencer. Mais est-ce que justement le nom du vainqueur aura, Youssef Indy, des conséquences sur ce conflit, selon il s'agira de la victoire de Donald Trump ou de Kamala Harris? Beaucoup le croient, beaucoup le pensent. Alors, les conséquences seront beaucoup moins importantes que beaucoup le croient, parce que beaucoup de commentateurs s'attachent aux personnes. Ils font de l'analyse politique se basant sur les tempéraments et les discours des uns et des autres. Alors qu'il y a la structure, il faut vraiment se pencher sur la structure, sur l'état profond et les forces en présence et les intérêts des États-Unis. Bon, il y aura, si Donald Trump est élu, il y aura des changements, il y aura une orientation nouvelle, mais dans des proportions limitées. Je m'explique. Par rapport à la guerre en Ukraine, l'administration actuelle, en fait, a déjà pris sa décision. L'Ukraine est perdue. La guerre d'attrition a été perdue par les Occidentaux. Quand je parle d'attrition, ce n'est pas simplement attrition humaine, mais la guerre d'attrition sur le plan de l'appareil militaro-industriel. Les Américains, les Occidentaux produisent moins d'obus que les Russes.
L'armée, il y a eu plus de 500 000 morts. L'armée ukrainienne est quasiment décimée. Et il s'agit pour les Occidentaux, pour les Américains d'abord, de sauver la face. Or, ils ne peuvent pas annoncer la fin de la guerre et donc la défaite en pleine campagne électorale. Ils doivent attendre que l'élection passe. Donc, que ce soit les démocrates ou les républicains, que ce soit Kamala Harris ou Trump, de toute façon, je pense qu'ils vont abandonner la guerre en Ukraine et qu'ils vont négocier avec les Russes. Pourquoi? Parce que, on va dire qu'il y a 2 factions de l'État profond qui s'affrontent, aux États-Unis, avec 2 stratégies différentes. Il y a la stratégie appliquée actuellement, c'est-à-dire celle de la guerre contre la Russie, qui a même une dimension irrationnelle. Alors, il reste sur les vieux schémas géopolitiques anglo-américains, dont on vous parle d'ailleurs souvent Pierre-Antoine Plaquevent, c'est-à-dire de Mackinder jusqu'à Brzezinski, puis l'obsession de Brzezinski d'origine polonaise, l'obsession de Brzezinski pour l'Ukraine, vous savez, la fameuse phrase dans le Grand Échiquier, sans l'Ukraine, la Russie cesse d'être un empire, etc., etc. Donc, il faut lui arracher l'Ukraine. Donc, il y a une partie de l'État profond, notamment les néoconservateurs, qui sont restés figés sur ces conceptions. D'ailleurs, la mise à l'écart de Victoria Nuland, il y a quelques mois au début de l'année, est un signal extrêmement fort dans ce sens-là. Victoria Nuland qui était dans l'administration américaine depuis 30 ans. Je veux dire, elle était là sous Clinton, elle était là sous Obama, elle était là sous Trump, elle était là encore là sous Biden, qui est la femme d'ailleurs de Robert Kagan, qui est un néoconservateur pro-israélien fanatique. Et il y a l'autre frange de l'État profond, qui est peut-être plus rationnelle et qui porte Trump, qui dit et qui est Qui avec est au Pentagone plutôt. qui est au Pentagone et qui est dont la voix est portée par des géopolitologues importants, comme par exemple John Mearsheimer de l'université de Chicago, et même Stephen Walt de l'université de Harvard et d'autres. Il faut suivre en fait les débats entre les géopolitologues américains actuellement avec Jeffrey Sachs, etc. C'est très intéressant. Et eux disent, non mais on n'a pas d'intérêt à faire la guerre contre la Russie. Cette décision est une catastrophe. Il faut laisser la Russie faire ses affaires avec les Européens. C'est ce que disait déjà Brzezinski un an avant sa mort en avril 2016, qui proposait un nouveau réalignement géostratégique. Il disait, nous, on doit nous tourner vers la Chine, contre la Chine plutôt, en disant, le véritable danger, c'est la puissance chinoise et c'est elle qu'on doit contenir. Et en fait, aujourd'hui est appliquée cette double stratégie, ce qui est totalement incohérent. En fait, on a l'impression qu'il y a une frange de l'État profond qui applique sa stratégie contre la Russie et une autre frange de l'État profond qui applique sa stratégie contre la Chine, avec une augmentation de la contention chinoise, notamment à partir de 2021, mais ça avait commencé sous Trump. Résultat des courses, ils ont rapproché les Chinois et les Russes. Et donc, les types qui réfléchissent, les types qui pensent, qui ne sont pas des idéologues aux États-Unis, disent mais c'est totalement stupide, on doit vite mettre un terme à cette guerre et pivoter vers la Chine. Donc, et il y a l'autre frange de l'État profond, mais pas des moindres, néoconservateur pro-israélien, qui lui dit non, la priorité c'est de faire la guerre contre l'Iran pour le compte d'Israël. Donc en gros, vous avez 3 lignes. La ligne anti-russe, la ligne anti-chinoise et la ligne pro-israélienne anti-iranienne. Mais d'ailleurs, la ligne anti-russe et anti-iranienne n'est pas contradictoire, puisque les néoconservateurs pro-israéliens sont à la fois anti-russes et anti-iraniens, anti-Hezbollah, anti-Syrie, etc. Ce qui est cohérent, là, d'un certain point de vue. On rappelle que si Nuland n'est plus là, Jack Sullivan est toujours là, et on l'a entendu encore dernièrement. Et il est c'est un peu son frère jumeau, Victoria Nuland. Et donc il est dans cette stratégie évidemment hostile à la Russie et de soutien jusqu'à la folie de la position d'Israël. Et donc peut-être pour terminer là-dessus, enfin pour terminer ma réponse, si Donald Trump est élu, lui, il continuera ce qu'il a commencé durant son mandat.
durant son mandat, on a vu une politique anti-chinoise. Quand je dis anti-chinoise, ça ne veut pas forcément dire extrêmement belliqueuse, une guerre contre la Chine, mais déjà une guerre commerciale contre la Chine, puisqu'en fait, il a essayé de remédier à la politique libre-échangiste de délocalisation de l'industrie américaine en imposant des taxes douanières aux produits chinois. D'ailleurs, il a négocié durement avec les Chinois et il est arrivé à un accord avec les Chinois. Et aussi l'imposition d'impôts, justement, augmentation des impôts des entreprises américaines qui ne relocalisent pas aux États-Unis. Donc il est dans cette optique-là, dans cette stratégie-là. Et donc lui, Donald Trump, s'il revient au pouvoir, il va continuer très certainement sur cette voie-là, une voie anti-chinoise, régler le conflit avec la Russie. En fait, mais quand il était au pouvoir, Trump, les néoconservateurs étaient toujours là. Simplement, avec Trump, la pédale anti-chinoise était plus appuyée que la pédale anti-russe. Mais, toutefois, il faut préciser qu'il y a eu plus de sanctions contre la Russie sous l'administration Trump que sous l'administration Obama. Mais il n'y a pas eu de déclenchement de guerre. C'est quand Biden est arrivé qu'ils ont commencé les préparatifs de la guerre contre la Russie. Donc, c'est plus subtil que certains discours que j'entends pro-Trump. Enfin, Trump, quand il va arriver au pouvoir, il ne va pas s'entendre avec Xi Jinping et Poutine. Non, c'est plus compliqué que cela. En fait, il doit composer avec des forces extrêmement puissante. Et d'ailleurs, le soutien que lui apporte Elon Musk est très significatif. C'est comme l'a expliqué d'ailleurs chez vous Laurent Ozon, derrière Elon Musk, c'est une partie de l'État profond américain, c'est le complexe militaro-industriel, c'est la NASA. Donc, ce qui signifie que même une partie de l'État profond qui porte Elon Musk appuie Donald Trump. Alors, on peut se dire, mais c'est contre-intuitif puisque le complexe militaro-industriel veut plus de guerre, puisqu'il veut vendre des armes, etc. Mais le complexe militaro-industriel, ou en tout cas les gens qui sont au Pentagone, ils veulent certes maintenir des guerres, mais je veux dire, ils ne veulent pas les perdre, les guerres non plus. Donc, faire la guerre à la Russie, c'est acceptable, mais perdre la guerre contre la Russie, se ridiculiser et perdre du terrain à l'échelle mondiale, là, c'est pas acceptable. D'ailleurs, même Trump l'a dit, il dit, mais les sanctions qu'on a imposées à la Russie sont en fait des sanctions boomerang, puisque même si ça impacte surtout dans le court terme et le moyen terme l'économie européenne, ça destitue le dollar, puisque le dollar utilisé de façon excessive comme arme économique, militaro-économique contre le monde entier, eh bien, la destitue, puisque les Russes et les Chinois disent, bon, vous utilisez le dollar contre nous, on va se débarrasser du dollar comme monnaie de référence. Et là, la destitution du dollar comme monnaie de référence, c'est la fin des États-Unis. Donc, il y a une partie de l'État profond américain hégémonique qui se dit, mais non, là, il faut qu'on opère un retrait stratégique si on veut maintenir nos positions. Donc, c'est pour ça que quelqu'un comme Donald Trump peut avoir un soutien très important d'une partie de l'État profond, puisque ce qu'il essaie de faire, lui, c'est sauver les murs. Et cet État profond-là, représenté notamment par Elon Musk, veut sauver les murs. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter de vendre des armes, puisque se retirer mettre un terme à la guerre en Russie et augmenter la pression sur la Chine permettra de continuer à vendre des armes. Vous avez raison de parler de Laurent Ozon. On a fait aussi dernièrement une émission sur la figure de Peter Thiel, que nous vous article apparaître dans la revue de géopolitique profonde, qui montrait l'extrême complexité du personnage, de ce membre éminent de la mafia PayPal, auquel appartient aussi Elon Musk, et qui a, plus encore que Trump, leur champion, qui est Vance, celui qui serait, en cas de victoire de Trump, vice-président et éventuellement un jour président des États-Unis d'Amérique. C'est une figure autrement plus complexe que ce qu'on peut dire en effet, avec des positions à géométrie variable. Ces nouvelles générations n'ont pas nécessairement une colonne vertébrale aussi solide qu'on peut l'imaginer. Il y a peut-être aussi une part d'opportunisme. Mais au-delà de cela, je rappelle d'ailleurs votre dernier livre avec Pierre-Antoine Plaquevent, que vous avez cité tout à l'heure, Youssef Indy, Israël et la guerre mondiale des religions, géopolitique et millénarisme. Aux éditions Culture et Racines et Stratégica, voilà, en collaboration. Voilà.
Alors, il est en pré-vente depuis hier. Il est en pré-vente, mais il sort fin novembre. Voilà. Donc, vous pouvez le précommander, vous le recevrez fin novembre. Très bien, dont je rappelle, Pierre-Antoine Plaquevent, Youssef Indy, pour ceux qui n'auraient pas entendu, Israël et la guerre mondiale, des religions, géopolitiques et millénarisme. Et préfacé par Édouard Husson. Voilà. Et préfacé par l'excellent Édouard Husson. Très bien. Et ces excellentes analyses géopolitiques, en particulier sur le Proche-Orient. Tout à fait. Que nous espérons avoir rapidement d'ailleurs sur Géopolitique Profonde. C'est un appel du pied, comme un autre. Oui, alors justement cette notion de millénarisme qui inspire, on le sait avec Netanyahou, c'est un coup porté contre le mal que, selon lui, que la mort du chef du Hamas hier. Il y a cette notion justement d'Armageddon, parce que quand on commence à distinguer juste le bien du mal, c'est que c'est les temps de la fin, ça on le sait, quelle que soit d'ailleurs la religion à laquelle on appartient. Donc cette espèce de guerre terminale dont on sait qu'elle est partagée par certains millénaristes, où est la ligne de fracture justement dans cette élection présidentielle américaine sur ce point justement millénariste? Alors là encore, c'est très compliqué parce que autour de Trump, on en parle dans le bouquin d'ailleurs, autour de Trump, durant son mandat, il y avait des sionistes évangéliques, ce qu'on appelle les chrétiens sionistes, évangéliques sionistes. Le vice-président, Mike Pence, était d'ailleurs d'origine catholique, il s'est converti à l'évangélisme sioniste, et Mike Pompeo, qui était secrétaire d'État de Trump, donc l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, est aussi un évangélique sioniste et qui a été à la tête de la CIA. Il était directeur de la CIA. Et alors, c'est compliqué parce que Donald Trump lui-même n'est pas un religieux. Il ne cherche pas l'Armageddon. On le voit, on l'a vu, sa politique durant son mandat consistait justement à retirer des troupes d'Irak et de Syrie. D'ailleurs, le commandement militaire américain s'y est opposé, c'est pour ça qu'il n'a pas pu retirer toutes les troupes. C'est lui qui a signé le décret de retrait d'Afghanistan, donc appliqué par Joe Biden, et il a empêché, en tout cas on a voulu le pousser vers une guerre contre l'Iran, et il a refusé. Donc, il est entouré et il a été soutenu par des évangéliques sionistes qui constituent un lobby puissant, mais il a lâché du lest, c'est-à-dire que Donald Trump, pour verrouiller l'électorat évangélique sioniste, qui est très important, parce que les évangéliques aux États-Unis, c'est environ 90 millions de personnes, les évangéliques sionistes, c'est 30 millions de personnes. Et ils ont des lobbies, notamment, ils ont beaucoup milité, pas seulement, enfin, pas que, le lobby pro-israélien, juif pro-israélien, ont beaucoup milité dans ce sens-là, pour le déplacement de l'ambassade des États-Unis vers Jérusalem et la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Donc Trump l'a fait, sachant que ça avait été décrété il y a bien longtemps et plusieurs présidents américains, enfin chaque fois qu'un président américain arrivait dans le bureau ovale, on lui présentait donc la décision de déplacement de l'ambassade et à chaque fois, le président repoussait l'échéance, donc il signait un décret pour le repousser. Et donc Donald Trump, sous la pression à la fois du lobby évangélique sioniste et du lobby pro-israélien, il a accepté de faire cela. Plus précisément, sous la pression de Sheldon Adelson, qui est mort maintenant, qui est un juif ukrainien, qui est à la tête d'un lobby pro-israélien de droite, républicain, je crois que c'est ZOA, et qui a financé la campagne, enfin qui finance le Parti républicain, qui a financé la campagne de Trump de 2016, qui avait tapé du poing sur la table parce que après son arrivée à la Maison Blanche, Donald Trump n'a pas accepté le déplacement de l'ambassade, etc. Donc il a finalement accepté. Cela a contenté Sheldon Adelson, les Israéliens et les évangéliques sionistes. Et Donald Trump a besoin de ces évangéliques, sionistes ou non, parce qu'ils constituent un lobby puissant et un appui puissant conservateur dans sa guerre, notamment contre le LGBTisme, dans sa politique intérieure. Donc vous voyez que c'est toujours plus compliqué, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des millénaristes, des évangéliques complètement fanatiques, dingues, pour
avoir des avantages dans la politique intérieure et des appuis dans la politique intérieure, mais sans aller jusqu'au bout de leur desiderata, c'est-à-dire déclencher l'Armageddon, mais en leur lâchant quelques actes politiques symboliques, comme le déplacement de l'ambassade à Jérusalem. Il faut rappeler aussi que ce millénarisme, c'est cette folie qui voudrait accélérer les choses. Oui. Alors ça vient initialement, ça vient du messianisme juif, le messianisme actif. Parce que très souvent, je lis beaucoup d'auteurs juifs ou non qui mettent sur le dos ce qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens sionistes, mais au départ, c'était des protestants millénaristes du XVIIe siècle, notamment autour de Cromwell. On nous dit, c'est eux qui sont à l'initiative du projet sioniste de rapatrier le peuple juif en Terre Sainte pour hâter la venue du Christ, le retour du Christ. Et j'avais traité de cet aspect-là dans mon tout premier livre en 2015 sur les origines messianiques du sionisme. Et j'avais montré que d'abord, en fait, cette idée qu'on peut hâter la venue du Messie par des actions politiques, notamment le retour en Terre Sainte, était une idée juive, une idée du messianisme juif, plus précisément de la tradition kabbalistique en opposition à la tradition talmudique. Et au XVIIe siècle, il y a eu pénétration de cette idée-là du monde juif messianique au monde protestant millénariste. Parce que le millénarisme existait déjà dans certaines traditions chrétiennes hérétiques, avant même le protestantisme, puis c'était le protestantisme. Tous les dualismes, tous les arianismes sont des formes de millénarisme. Voilà. Et inspirent, d'après certains auteurs, même finalement l'idéologie droit de l'homiste aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ce sont des formes laïcisées du messianisme. Les idéologies modernes sont très souvent des formes laïcisées, sécularisées des religions. Et donc, à partir du XVIIe siècle, cette idée du judaïsme, du messianisme juif actif va pénétrer les milieux protestants millénaristes. Et ils vont porter ce projet-là, je dirais, ensemble. Et c'est pour ça que des historiens se sont laissés duper en croyant que cette idée était née comme ça, comme par magie, dans le monde protestant millénariste au XVIIe siècle. Alors qu'initialement, c'est une idée juive. Mais au final, on en a déjà parlé, Pierre-Antoine en a parlé ici, au final, il y a une contradiction entre les deux projets, parce que les messianistes juifs ne reconnaissent pas le Christ, bien sûr, ils attendent leur Messie. Les évangéliques, comme d'ailleurs les autres chrétiens et même les musulmans, pensent que le Messie des Juifs est l'Antéchrist. Donc, ce qu'ils font pour hâter la venue du Christ hâte aussi la venue de l'Antéchrist. Or, une fois venu l'Antéchrist, eh bien, le Christ viendra, tuera l'Antéchrist et régnera. Et les évangéliques pensent que, pas que les évangéliques d'ailleurs, que les Juifs se convertiront, mais que dans la grande guerre, la guerre de Gog et Magog, Armageddon, un tiers des Juifs en Terre Sainte seront éliminés et les deux autres tiers se convertiront au christianisme. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que cette idée... C'est quand même un mauvais scénario hollywoodien. Hein. Oui, mais c'est un scénario qui a des applications concrètes géopolitiques extrêmement dangereuses. Puisque ces évangéliques qui ont un pouvoir certain aux États-Unis, couplé au pouvoir du lobby pro-israélien, soutiennent les génocidaires actuels en Israël, ceux qui dirigent l'État d'Israël actuellement. Et d'ailleurs, depuis longtemps, depuis 1948, puisqu'en 1940... Alors, il y a aussi quelque chose que j'aimerais dire, c'est que j'entends souvent... ce sont des fascistes à la tête d'Israël aujourd'hui, Netanyahou est fou, et si on se débarrasse de Netanyahou, tout ira bien. Je rappelle quand même, encore une fois, que celui qui a dirigé l'épuration ethnique de 1947-48, c'est David Ben-Gourion, qui était un socialiste du parti travailliste, le parti Mapai. C'était un socialiste athée. Donc il avait sous sa direction, bien sûr, des milices d'extrême droite, donc révisionnistes, qui ont donné naissance au Likoud et donc à Netanyahou actuellement, au pouvoir de Netanyahou. Mais ceux qui ont fait l'épuration ethnique étaient des socialistes. C'était pas des fascistes juifs. C'était même pas des messianistes. Donc il y a une tradition d'épuration ethnique, d'expansion territoriale et même génocidaire qui est sioniste, mais pas simplement sioniste révisionniste,
comme on essaie de nous le faire croire. En fait, il y aurait les gentils sionistes et les méchants sionistes. Or, encore une fois, l'épuration ethnique est une tradition sioniste de gauche comme de droite. Est-ce qu'il existe une tradition millénariste de ce type avec l'islam et qui la prend en charge dans les différents courants de l'islam aujourd'hui? Alors, dans l'islam, il y a comme dans le christianisme, l'attente du retour du Christ. Et le Christ, la venue du Christ est précédée dans la tradition sunnite comme chiite, même si dans le sunnisme, tout le monde n'est pas d'accord, du Mahdi. Donc c'est un personnage qui doit venir à la fin des temps, qui doit en fait combattre l'antéchrist et préparer, donc restaurer le califat, combattre l'antéchrist et préparer le retour du Christ. Et quand le Christ viendra, eh bien, il sera un peu comme son commandant, c'est-à-dire c'est le Christ qui régnera après avoir détruit l'antéchrist. Et il y a dans la tradition chiite, un messianisme chiite qui, on va dire, qui attend avec plus d'impatience l'arrivée du Mahdi et le retour du Christ. Mais, comme je l'ai déjà dit dans un débat que j'ai eu il y a quelques semaines avec Antoine Assaf sur cette question-là, je disais, mais si on prend la situation actuelle au Proche-Orient, même les Iraniens qui sont chiites duodécimains, donc le chiisme majoritaire, qui attendent avec impatience le retour du Mahdi, mènent quand même une politique qui est réaliste, c'est-à-dire que leur croyance religieuse, même leur attente messianique, ne prend pas le pas sur leurs décisions politiques. On le voit bien parce que si ils étaient véritablement dans cette démarche, eh bien, ils suivraient Israël dans l'escalade. Puisque l'escalade déclencherait l'Armageddon. L'Armageddon attrait la venue de l'Antéchrist, appelé le Dajjal en islam, ce qui attrait la venue du Mahdi et qui attrait la venue du Christ. Or les Iraniens, comme le Hezbollah chiite, n'est pas dans cette démarche-là. On voit bien que le réalisme prend le pas, puisque d'ailleurs dans le Coran, il est dit à plusieurs reprises, Dieu dit « Ne me hâtez pas, mon ordre vient, ne me hâtez pas. » N'essayez pas d'accélérer les événements. Les choses viendront quand Dieu le décidera. Or, vouloir hâter la venue du Christ, de l'Antéchrist, etc., est hérétique, du point de vue chrétien comme du point de vue musulman. Il faut juste veiller chez les chrétiens. Et préparer le terrain, c'est-à-dire qu'il viendra comme un voleur. Oui, et préparer le terrain dans le sens où, quand vous voyez le mal, vous le combattez. Quand vous voyez l'émergence des forces antichristiques, vous les combattez. Mais vous n'essayez pas d'hâter la venue du Christ. Oui, mais là, tout est résumé et c'est ce qui est ma question finale, en revenant sur le théâtre du Proche-Orient, c'est est-ce qu'on risque un embrasement? Est-ce que cette folie, et si réellement ceux qui gouvernent aujourd'hui Israël veulent hâter cette fin, va-t-on vers une conflagration où l'arme nucléaire pourrait finir par être... alors beaucoup disent c'est impensable, les Américains, l'opinion publique l'interdira, mais est-ce que dans un conflit qui se généraliserait à l'Iran, on ne pourrait pas imaginer Israël, à un moment donné, s'il était débordé. Et puisqu'ils disent depuis le début que c'est un conflit existentiel, je rappelle que la doctrine... Alors, ils n'ont pas de doctrine nucléaire, les Israéliens, puisqu'ils n'admettent pas officiellement avoir des armes nucléaires. Mais en tout cas, la doctrine russe est très claire là-dessus. C'est s'il y avait un risque existentiel pour la Russie, pour l'État russe, que l'emploi pourrait être envisagé de l'arme nucléaire. Et puisqu'ils nous disent, les Israéliens, nous sommes dans un conflit existentiel, est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Oui, alors, ce qui est extrêmement dangereux, c'est qu'on a une puissance nucléaire dirigée par des fanatiques qui, je le répète, veulent détruire la mosquée Al-Aqsa, reconstruire le temple, hâter la venue du Messie et faire le grand Israël. On a entendu Qui ne reconnaissent pas, je le répète vraiment, qui ne reconnaissent pas peser l'arme nucléaire, donc ils n'appartiennent même pas aux dispositifs de contrôle internationaux sur le sujet. Et plus grave que cela, vous verrez dans notre livre, on a un chapitre développé en particulier par Pierre-Antoine, parce qu'on s'est réparti les tâches, de la doctrine Samson, qui est une doctrine complètement folle, c'est-à-dire si nous disparaissons, vous disparaîtrez tous avec nous. Et donc on a donc des fous furieux. On a entendu Smotrich il n'y a pas longtemps dire que le grand Israël
s'étendrait même jusqu'en Turquie, Égypte, Arabie Saoudite, Syrie, Irak, Turquie. Donc, et lui, il est ministre des Finances israélien. Donc et ces gens-là ont l'arme atomique. Et puisque la rationalité a disparu de la cervelle des dirigeants israéliens, on peut très bien imaginer une provocation majeure, extrêmement grave contre l'Iran, qui obligera l'Iran à répondre, ce qui obligera les Américains à répondre, ce qui obligera les Russes à répondre, et ça peut dégénérer très vite en guerre mondiale. Donc oui, on est face à un danger majeur. Bon, voilà, bon week-end. Hein. C'est bien. Un dernier mot peut-être qui justement permettrait de... Alors, donc sur la question de la Palestine, eh bien, j'ai mon livre Le conflit israélo-palestinien aux éditions Contre-Culture. Et donc, là, c'est la séquence publicitaire et notre prochain ouvrage, Israël et la guerre mondiale des religions, avec Pierre-Antoine Plaquevent et votre serviteur aux éditions Culture et Racines, et en collaboration avec Stratégica, et qui est, je crois, en descriptif. Et qui est en prévente, donc ça veut dire que là, tous ces éléments dont vous avez parlé, aussi dont la doctrine Samson, dont on a parlé ces derniers jours aussi avec d'autres invités, eh bien, vous allez avoir des détails précis. Donc, il faudra se jeter sur ce livre au plus vite. Très bien, très bien, très bien. Eh ben, merci Youssef pour avoir réussi à vous rendre finalement libre pour cet entretien. Merci encore de ces efforts et on vous dit en tout cas à très bientôt sur GPTV, bien évidemment. À très bientôt, merci. Au revoir, bonne journée. Alerte Info, géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.